Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je reprends les vidéos après avoir eu une petite période de disette vocale parce que j'étais un peu malade et que du coup tousser toutes les 4 secondes c'était pas trop possible, mais bon je vous ai quand même tenu compagnie sur Instagram. Voilà, pour fêter à peu près le retour à moyen de ma voix, mais quand même à peu près, parlons peu, parlons bien, parlons des runners. C'est un petit peu eux, je vous avoue, qui m'ont demandé cette guidance en slidant comme des porcasses dans mes DM, en me disant « Emmanuel, on en a marre qu'on nous trache la gueule ». Et je vous avoue que je les comprends, voilà. Et il y a un truc en particulier, il y a un détail en particulier qui m'a vraiment interpellée et qui me dit « Ok, il faut vraiment qu'on discute ». C'est le fait que beaucoup de runners, quand ils comprennent qu'ils sont dans un parcours FJ, commencent d'abord par s'identifier en tant que chaser. Tout simplement parce que la littérature MJ et surtout beaucoup quand même les chasers qui quand ils souffrent très fort et sont très vocaux par rapport à ça, disent nous gentils chasers, on se fait démonter la gueule par les méchants runners. On souffre quoi, et du coup le runner qui lui aussi est dans un parcours de soins par rapport à une souffrance se dit bah si je souffre et puis je souffre comme les gens là ils disent, du coup c'est que je suis chaser. Sauf qu'ils sont runners. Et que cette mauvaise attribution des rôles, on va dire, est quand même complètement due au fait qu'on fait passer les runners pour des sombres connards qui ont aucune émotion et qui font les choses de façon complètement détachée et qui ont aucun remords ou je sais pas trop quoi. Alors que c'est pas du tout comme ça, du tout qu'ils vivent les choses. Donc on va essayer rapidos de faire une balle au centre, parce que moi je suis très attachée à l'idée qu'en fait ce parcours FJ c'est quand même une énorme balle au centre, et de sortir de cette logique de victime-bourreau. Le chaser n'est pas une victime, et je vous vois déjà venir dans mes commentaires en disant oui mais bon mon runner quand même, j'insiste, le chaser n'est pas une victime, et le runner, j'insiste, n'est pas un bourreau, ok ? Donc, c'est pas forcément, je vous propose pas une vidéo brossons les runners dans le sens du poil, je propose une vidéo soyons justes et comment dire, rendons à César ce qu'appartient à César. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous proposer, ok ? Alors, déjà, pour comprendre pourquoi on diabolise le runner, pour moi, la première étape qui est quand même fondamentale, c'est pour moi, leur vie émotionnelle est mal comprise. Mal comprise par leur chaser, ça c'est l'évidence même, ça c'est premier exercice du parcours FJ, comprendre la vie émotionnelle de son runner, et un petit peu du coup par la littérature FJ, voilà, qui les présente un petit peu aussi de façon, comment dire, comme le chaser, puis moi la première, hein, je dis ça en gros plus ou moins par devant pour faire ses compréhensions, parce que lui il a conscience du lien, etc., que du coup il part débroussailler la jungle qui est le parcours FJ, et qu'en gros bah, le runner il attend gentiment derrière et puis il se passe pas grand chose pour lui. Ça c'est pas tout à fait vrai, parce que le runner pendant qu'il attend, entre guillemets, derrière, c'est-à-dire qu'il est bloqué dans son déni il est là pour une bonne raison. Son déni, il est quelque part actif, il n'est pas passif. Certes, il ne voit pas, sa vision est entravée par rapport à son chaser en particulier, elle ne l'est absolument pas par rapport au reste de sa vie. Vous voyez ? Donc le runner qui est dans le déni par rapport à son lien, du coup qui est vraiment dont la vision est vraiment entravée, il n'est pas non plus en cécité complète, il a quand même de l'intuition, il perçoit quand même des choses, et ça faut quand même le reconnaître. Et c'est pour ça d'ailleurs que on se retrouve avec des runners qui sont encore en partie dans le déni, et que moi en tout cas perso j'ai quand même en consultation où clairement il me dit je sens, je vois, je le ressens, mais même physiquement, qu'il y a des choses, j'arrive pas, quoi. Genre, je suis en train d'essayer de passer par la porte du garage, la cave, etc. Et ça matche pas, quoi. Donc, je ne comprends pas. Donc, même eux, ils perçoivent ça, vous voyez. Donc, c'est pas ok de dire, c'est bon, le chaser part devant, et le runner, lui, il se passe rien. En gros, il attend, il arrivera dans 4 ans, quoi. Pour moi, c'est pas tout à fait exact. Après, voilà. Après ça, je juge personne quand je dis ça, parce que moi la première, on fait tous des vidéos, on prend tous des autoroutes pour vous expliquer les choses, parce qu'on va pas vous faire des vidéos de 12 heures et des séries en 4 saisons pour vous prendre en charge absolument l'intégralité des profils qu'on rencontre, parce que déjà les parcours FJ sont hyper individuels.
on a un tronc commun, on va dire, mais les parcours FJ sont éminemment personnels. C'est-à-dire qu'on va avoir des FJ qui vont vivre exactement les mêmes étapes, mais de façon, dans le contexte, si vous voulez, sera quasi opposé. Il va y avoir des parcours FJ qui sont hyper doux, hyper lents, mais où la souffrance ou les questions d'introspection vont remonter de façon, comment dire, je dirais presque philosophique, mais du coup, ça sera hyper important, ça sera hyper grave, le moment sera grave, vous voyez. Et cette même gravité va chez les voisins, va remonter, mais d'une manière hyper violente. Là où vous allez avoir, je sais pas, imaginez, je sais pas moi, un couplet J très littéraire par exemple, voilà, où ils vont converser énormément sur des grands idéaux, machin, et en fait on va avoir des énormes idéaux qui vont se fracasser l'un contre l'autre, un petit peu Rousseau-Voltaire, vous voyez, on va partir sur des grands trucs comme ça, mais ça va être de la discussion philosophique, j'ai envie de dire. À côté, vous pouvez avoir aussi un type de parcours FJ qui va être un petit peu de la street, vous voyez, et qui va s'envoyer dans la gueule, tu me fais chier, tu m'engueules, connard, enculé, machin, tout ça. Concrètement, propos différents, le fond était exactement la même chose, juste le propos est différent, vous voyez. Ça, c'est une question de caractère, c'est une question de nature aussi, vous voyez. Donc on est obligé de prendre des autoroutes comme ça, donc utilisez votre discernement. Il n'empêche que votre runner, ce soit Rousseau ou Voltaire, ou que ce soit un gars de la street, votre runner, il est aussi capable de plein de belles choses et il a aussi le droit qu'on comprenne sa vie émotionnelle. Voilà. Moi, ça me questionne vraiment quand j'ai des runners qui me disent en fait, je me suis identifiée en tant que chaser parce qu'en fait, ma souffrance, en gros, elle est pas entendue, quoi. Mais que mon questionnement, il est pas entendu, il est pas reconnu et du coup, c'est pour ça que je suis perdue parce que un runner... Enfin, le runner, il est runner parce qu'en fait, il a son propre programme de soins à accomplir envers lui-même. Le problème, c'est que si tu mets des antibiotiques sur une jambe cassée, ça marchera pas. Donc, le runner qui, parce qu'il souffre, se retrouve quelque part dans le discours qu'on attribue au chaser, donc le parcours de soins qu'on donne au chaser, ça n'est pas le bon pour lui, vous voyez. Donc, en fait, il perd son temps. Il perd son temps à se croire au mauvais endroit, juste parce qu'en fait, on ne l'écoute pas, vous voyez. Donc, c'est hyper important, voilà, d'avoir un peu cette volonté, en tout cas. Je ne sais pas si on va y arriver vraiment, bon, moi, je ne suis pas parfaite non plus, mais si on va y arriver vraiment, mais c'est important au moins d'avoir cette intention de justesse, de rendre à César ce qui appartient à César, de rendre au runner aussi sa vie émotionnelle qui parfois est complexe comme celle du chaser, d'avoir ses enjeux et ses questions à répondre comme celle du chaser, qu'il a aussi plein de capacités, plein d'atouts comme le chaser, et qu'il apporte aussi et qui nourrit aussi le lien comme le chaser. Chacun a son programme. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas du tout de brosser les runners dans le sens du poil et leur dire qu'ils sont merveilleux et que pauvres petits runners, vous avez aussi le droit de souffrir. L'idée, c'est de dire vraiment balle au centre, c'est-à-dire chacun a son programme, chacun a son menu. Ok ? Donc là, on va parler du menu runner. Les lettres de noblesse qu'il faut rendre à la vie émotionnelle du runner, déjà, c'est quoi? Le runner, j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, donc on va passer rapide, c'est déjà le fait que lui, depuis tout petit, on lui a dit que de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est pourri, ok? Donc ça veut dire que de toute façon, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il effectue dans sa vie, il y a toujours quelqu'un derrière qui va lui dire « toi, tu fais mal », ok? Et l'une des raisons pour lesquelles les runners sont franchement mutiques, et en particulier avec leurs chasers, sur la façon dont ils ressentent les choses. Pourquoi ils les gardent pour eux vraiment violemment, j'ai envie de dire. Parce que, imaginez un runner qui... La vie émotionnelle du runner, ça j'ai déjà expliqué, c'est... Il le vit vraiment comme une noyade émotionnelle. Il est perpétuellement noyé, il a vraiment peur de ce qui peut lui arriver parce que à chaque fois on lui dit tu fais mal. Donc en fait, comment dire, il anticipe le fait qu'il va faire mal et du coup là où il pourrait y aller en disant allez je me pose pas trop la question, mais il va se poser trop de questions, il va se noyer dans sa question, il va se noyer dans son interprétation des choses et ça va l'empêcher de faire autant qu'il est capable de faire, vous voyez. Donc il va être dans une perpétuelle noyade émotionnelle comme ça, en tout cas pendant très longtemps.
Et le truc, c'est que s'il vient voir son chaser en face et qu'il lui dit, écoute, par rapport à notre lien, je sens qu'on a un lien particulier, toi et moi, j'ai des sentiments pour toi, mais je me sens noyée par rapport à eux. Vous croyez vraiment que le chaser en face, il va dire, ah, mais t'as complètement raison. T'as raison, ok, d'accord, j'accepte, je me retire de la situation, machin. Non. Un runner qui se confie, si le runner, en fait, se confiait en étant 100% honnête à son chaser en lui disant, en fait, je me sens complètement submergée par ce qui se passe dans le lien, par ce qui se passe avec toi, par ta façon de me gérer, ta façon de communiquer, de te comporter avec moi. La première info que le chaser donnerait à son runner, c'est « Ben non, t'as tort de penser ça comme ça ». Et on est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour de le runner qui continue perpétuellement à entendre que ce qu'il ressent et ce qu'il fait, c'est naze. Voilà. Alors après, le chaser qui dirait « Mais non, mais t'as tort de penser ça, moi regarde, je suis là pour toi, machin, machin ». C'est pas malveillant quand il dit ça, il a envie de le rassurer, il a envie de le soutenir, il a envie de le pousser à la culotte pour dire « Allez, tu vas y arriver », etc. C'est pas la question, c'est pour ça qu'il faut vraiment sortir de la logique victime-bourreau. On n'est pas du tout dans une logique victime-bourreau, on est vraiment dans une logique de le runner, la première info qu'il va entendre d'un chaser qui va essayer de le rassurer, c'est « Ah ben ce que tu ressens, tu vois, tu fais encore mal ». Et donc, on est reparti pour un tour de noyade de, ben voilà, je peux pas m'exprimer parce que de toute façon, quand je m'exprime, on va me dire que je fais mal. Voilà. Donc, j'ai pas de solution à vous apporter là-dessus, c'est juste vous faire comprendre que c'est ça qui se passe. Donc, dans ces moments-là, c'est sûr que le plus simple, en gros, c'est se fermer sa gueule. Parce qu'en fait, si on lui dit, comment dire, bah t'as raison de te sentir, enfin, le geste de son Paradis ne pourra jamais dire t'as raison de te noyer comme ça, continue de te noyer. Il le dira jamais. Mais parce que ça serait horrible, ça serait l'impression de lui enfoncer la tête dans l'eau comme ça, on ne le fera pas. Mais la solution, on essaie de dire mais non, de le rassurer, mais regarde, on va y arriver, nanana, nanana. C'est pour ça, exactement pour cette raison-là, qu'à chaque fois que le chaser essaie de faire ça, le runner, il s'en va. Il s'en va parce qu'il en a marre. C'est même pas marre dans le sens colère, c'est marre dans le sens défaitiste, de se dire putain mais je fais toujours tout mal et en fait je ne peux pas m'exprimer librement parce que quand je m'exprime librement on me dit que je fais mal. Voilà, donc ça c'est vraiment un point central de la psychologie runner et à cause de ça, pendant très très longtemps, ils vont un peu avoir un dicton inscrit dans la tête vraiment sur leur front comme ça, c'est en gros, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien, vous voyez. Parce que quand il rêve à son chaser, c'est pour ça que pendant très longtemps, le runner il va fermer sa bouche et tous les sentiments qu'il ressent, parce qu'il en ressent, c'est pas parce qu'il est dans le déni qu'il ressent pas des choses et qu'il perçoit pas des choses. Tout ce qu'il capte, il va le garder dans sa tête, il va le garder dans ses rêves, dans sa rêverie, dans son fantasme, dans son désir, parce que là-dedans, dans cet endroit qui pour lui est sécuritaire, parce que quelque part il fait les questions et il fait les réponses. Quand dans sa rêverie, il dit à son chaser, en fait je t'aime, et mais voilà, tu me noies un petit peu, machin, machin, dans sa rêverie, le chaser il a aussi, comment dire, la bonne attitude quelque part, parce que c'est le runner en fait qui fait la réponse. Donc, quelque part, pendant très longtemps, le runner va préférer garder le lien AMJ de l'ordre du fantasme, un fantasme qu'on n'a pas envie de traduire dans le concret, dans la réalité, de peur qu'il se pète. Parce que, à force d'entendre que de toute façon, le runner fait mal, le runner est convaincu que s'il traduit vraiment, s'il transcrit son amour, sa rêverie, ses ambitions, etc. dans la réalité, ça se passera mal. Et on n'est pas au conditionnel, on est au futur simple. Ça se passera mal. Voilà. Donc on s'abstient. Voilà. Et ça, faut vraiment comprendre que c'est quelque chose de difficile à gérer pour le runner parce qu'il n'y a pas de solution à ça. Moi, en tant que coach, là, je n'ai pas de solution à ça à part faut vivre le parcours, on va rentrer dans un parcours de soins et le runner ensuite, face à lui-même, va débunker ce propre schéma pour lui-même, mais c'est vraiment une relation de lui à lui et c'est aussi pour ça que le runner va allouer beaucoup de temps, pas dans le sens prendre du temps parce qu'il est lent, il va allouer beaucoup de temps à la résolution de ce schéma-là,
qui est problématique parce qu'en fait, il n'y a pas d'abondance qui peut se dégager de ça. Parce qu'on ne peut pas perpétuellement vivre sa vie dans ses rêves. À un moment donné, il va être confronté à la réalité des choses aussi, qui est je dois transcrire ma vie, non pas dans du fantasme, mais dans de la réalité, dans du concret. Et pour ça, il va avoir besoin de le faire petit bout par petit bout. Il va utiliser tout un tas de situations, il va explorer la vie, il ne va pas explorer son lien FJ qu'il va garder dans son fantasme parce qu'il quelque part, il n'a pas envie qu'il casse son lien FJ, il a envie de le protéger, il a envie de le garder, il est précieux, il a envie de le, voilà, de le garder, de le pouponner dans un coin de son cœur et de sa tête, il ne veut pas le toucher parce que c'est un petit peu la blanche colombe, vous voyez, donc on va laisser la blanche colombe vivre, ça n'empêche pas qu'il va dans le reste de sa vie, il n'est pas en déni par rapport au reste de sa vie, il va continuer à explorer des choses, des situations, d'autres relations, il va explorer des choses comme ça qui vont lui donner des clés justement pour débunker cette idée hyper toxique, ce schéma hyper toxique qui est complètement ancré par la blessure de rejet, d'abandon, etc. qui est de toute façon, quand je fais les choses, ça foire et on me dit très clairement que je vais foirer. Voilà. Donc ça, faut vraiment bien le comprendre. Quand le runner semble complètement détaché de la situation, c'est parce qu'il est en train de buter sur ce schéma-là qui est complexe, qui est vraiment, c'est un énorme parpaing dans son truc qui est pas agréable et qui est très difficile à manipuler. Voilà. Dans cette exploration de sa vie émotionnelle, comme je vous dis, voilà, pour débunker ce schéma, il va aller chercher des clés à l'extérieur, il va petit à petit, petit bout par petit bout, trouver des éléments, un petit peu des pièces de puzzle comme ça, qu'il va assembler pour petit à petit sortir de ce schéma-là, c'est-à-dire, il va... Comment dire, si à force de croire que quand il dit les gros trucs importants pour lui, à chaque fois on lui dit t'as tort, il va essayer un petit peu comme tâtonner un petit peu comme ça sur des trucs qui sont pas très importants. Donc c'est pour ça aussi que vous avez l'impression des fois que votre runner va déployer une énergie folle pour des trucs complètement anodins. Alors qu'il y a un gros truc à côté qui est important, genre vous par exemple, il pourrait mettre de l'énergie là-dedans mais il ne le fait pas, tout simplement parce qu'il a besoin de tester sur un truc un petit peu négligeable si ça fonctionne ou pas. Et il va tester 1, 2, 3 fois. Et il va se rendre compte qu'en testant plusieurs fois, eh ben en fait ça commence à fonctionner. Donc petit à petit, il va monter crescendo comme ça sur un truc qui était anodin, négligeable. Bon ben ok, c'est bon, je vais essayer de me challenger un petit peu sur un truc qui coince un petit peu plus, où je m'investis un petit peu plus, qui va chatouiller un petit peu, quelque chose qui pique un petit peu plus. Voilà, et petit à petit, il va monter en pression comme ça. Le chaser, lui, avec ses gros sabots, d'être hyper ancré dans la réalité, parce que lui, le chaser, il vit pas du tout en théorie. Hein. Son amour, il le veut now, vous voyez. Lui, il voit pas tout ça, parce qu'en fait, il possède quelque part cet amour, il le ressent en lui, il le ressent dans sa chair. Il a pas besoin d'aller le tester dans des petits trucs, d'aller trifouiller comme ça, machin. Il a pas besoin de ça. Et c'est aussi un péché du chaser de penser que parce que lui, il n'a pas besoin, son runner ne doit pas en avoir besoin non plus. Son runner, il en a besoin. Il a besoin de ce temps dédié à l'exploration, de ce temps dédié à aller chercher des clés de compréhension, à aller se tester, voir si ça tient. Je peux penser notamment par exemple à des runners qui auraient un petit peu la gâchette facile sur les relations et les relations extra-conjugales en particulier, vous voyez, mais qui auraient envie d'offrir de la fidélité à son runner, à son chaser par exemple, bah, au lieu de se challenger direct sur le gros morceau qui est le chaser, en prenant le risque horrible de se foirer et que s'il se foire sur un truc si important, ça serait le désastre, il va se tenter sur une relation entre deux, voir si, je sais pas, par exemple, est-ce que pendant 2 ans, moi qui ai un problème d'infidélité, je peux rester fidèle? Est-ce que je peux inscrire ça dans mon ADN? Parce que si j'arrive à rester fidèle à quelqu'un que j'aime bien, bah, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va vraiment marcher, et peut-être qu'au final, à terme, je garde toujours mon petit fantasme chaser dans la tête. À terme, peut-être que je pourrais offrir ça à mon chaser, mais j'ai envie d'avoir une sorte de garantie quand je vais lui offrir ça, c'est-à-dire je veux être sûre que j'ai déjà pu mettre en pratique la fidélité, qui est quelque chose de difficile pour moi, parce que j'ai des pulsions et que j'aime bien faire la fête et j'aime bien faire des rêves parties à Berlin. Voilà. Concrètement, c'est ça l'idée. Donc, il va avoir besoin de tester un certain nombre de choses. Si, je sais pas si je peux vous retrouver d'autres exemples, mais s'il y a quelque chose de vraiment important par rapport à
à son chaser, ou par exemple, si on peut partir sur le domaine professionnel, par exemple, si le chaser, lui, c'est quelqu'un professionnellement d'extrêmement droit, etc., et que pareil, le runner, c'est quelqu'un qui papillonne un petit peu touche à tout, etc., et il est pas sûr, en fait, de pouvoir choisir une activité et que ça lui plaise vraiment sur la durée, vous voyez. S'il y a, par exemple, cette idée de monter une entreprise à deux, il y a beaucoup de flammes jumelles d'ailleurs qui réfléchissent un petit peu, qui ont ce rêve de faire quelque chose à deux professionnellement, sauf que travailler à deux, cette idée de couple entrepreneur par exemple, faut la tenir parce qu'on va tout investir, on va investir le perso et le pro dans la même personne, dans le même endroit. Faut être sûr de professionnellement être fiable. Est-ce que voilà, mon chaser, il est dur, il est comme ça. Est-ce que moi, je vais pas finir en burn-out? Est-ce qu'il va pas trop me mettre sur les épaules? Est-ce que je vais pas faire des conneries? Et puis moi, mon chaser qui me dit qu'en fait, je travaille pas bien, noyade émotionnelle directe. Donc, j'ai besoin de tester ce couple entrepreneurial avec quelqu'un d'autre. Je vais me tester pour voir si, effectivement, je sais mettre tous mes œufs dans le même panier, si c'est quelque chose qui est fonctionnel pour moi, si j'y ressens une certaine forme de réussite et une certaine forme de succès. Et une fois que j'aurai cette garantie-là, je pourrai commencer à rêver, à peut-être même projeter, à faire la même chose avec mon chaser. Mais le runner, il a besoin de garantie d'abord. Voilà. Le chaser de l'autre côté, lui, il est complètement ok de partir complètement à la sauvage, on teste rien, on y va et wouh, ça marchera, genre, qui vivra verra. Le runner, non, il a besoin de garantie d'abord. Voilà. Et le temps qu'il perd, entre guillemets, le chaser le voit comme ça, il perd du temps, hein, en fait, à tester tous ces trucs, ça sert à rien parce que moi je suis le bon, moi je suis la personne, c'est sûr que c'est avec moi ça marchera, c'est sûr. Ce temps qu'il investit, c'est aussi de la finesse émotionnelle, c'est aussi de la finesse intellectuelle, hein, c'est-à-dire toute cette exploration, elle n'arrive pas pour rien, c'est pas juste pour se rassurer, parce que pendant tout ce temps où il va naviguer dans la vie, il va rencontrer des gens, il va rencontrer un certain nombre de situations, tout ça c'est de l'expérience. Le renard a besoin de se constituer une forme d'expérience. C'est très bien que le chaser soit un petit peu cette puissance un peu sauvage qui a envie de foncer dans les choses, etc. machin, mais on peut pas faire ça n'importe comment. Le fait que, ça c'est l'un des grands atouts du runner qui se tend un peu, cette patience, cette tempérance en tout cas, de faire les choses, de prendre le temps, d'avoir des garanties, de prendre le temps d'envisager absolument toutes les options. Ça c'est quelque chose qui rend le chaser fou quand le runner méticuleusement va tester toutes les options. C'est aussi de la richesse intellectuelle, de la richesse émotionnelle que le chaser aura à disposition une fois que le runner arrive dans sa vie, vous voyez. C'est-à-dire là où le chaser est tout à fait ok de se mettre des grandes œillères comme ça et on va là et il n'y a qu'une option et c'est ça qu'on va faire et on va la buter tellement on va réussir dedans. C'est super ce feu. Mais en même temps, c'est aussi la rendre plus riche. Le runner, sa façon d'être, et c'est pour ça qu'en fait on est si différent entre chaser et runner, sa façon d'être va venir enrichir, si vous voulez, cette puissance créatrice qu'a le chaser. Ça va vraiment venir la rendre encore plus dense, ça va avoir vraiment une vision complètement globale des choses, là où le chaser va foncer comme une brute, quoi. Donc c'est une belle richesse, une belle leçon de vie. C'est pour ça que je dis souvent, les FJ, c'est les meilleurs coéquipiers du bonheur parce qu'on est vraiment les deux faces d'une même pièce. Vous voyez? C'est-à-dire que avoir tout ce panel comme ça, tout tester, tout choisir, tout chatouiller pour vraiment obtenir la richesse, machin, c'est super aussi. Mais à un moment donné, il faut aussi ce feu de choisir une option et d'y aller et de tout investir dedans et de prendre un risque. Dans la vie, on réussit quand même très souvent quand on prend des risques, quand on ose prendre des risques, quand on a cette pulsion d'y aller comme ça. Donc on a besoin du chaser pour ça, le runner a besoin du chaser pour ça, mais le chaser a aussi besoin du runner pour le faire descendre en pression, pour que le chaser se calme et qu'il dise « Attends, oui, si on fait ça, on va réussir, mais si on fait ça en plus en allant tâtonner là, parce qu'en fait, il y a ça dispo qui est à côté, on va réussir encore plus. » Et c'est en ça où les flammes jumelles sont vraiment les coéquipiers du bonheur, dans le sens où on va venir vraiment, j'ai envie de dire, capitaliser vraiment sur la réussite, capitaliser sur le bonheur, c'est-à-dire
on va vraiment avoir une vision globale. Chacun a des atouts, chacun a des avantages et on va vraiment miser nos atouts perso dans un projet commun qui sera notre bien-être ensemble. Voilà. Ce temps aussi d'exploration, ce temps à essayer toutes les pistes, etc. C'est quelque chose aussi où ils vont pratiquer quelque chose que le chaser n'a pas, qui est la légèreté. Le chaser, c'est un espèce de parpaing émotionnel. Bah voilà, moi je suis chaser la première, hein, donc je me mets dans le lot, il n'y a pas de jugement aucun. Je suis un parpaing émotionnel, franchement, je suis la reine du BTP. C'est... Le chaser vit de façon toute intense. Alors, le runner aussi, il a une vie émotionnelle intense, je vous l'ai dit, juste différente. La façon dont le chaser vit les choses, c'est que des blocs, quoi. C'est l'amour qu'il ressent pour son runner, il est grand. La fierté qu'il ressent pour son runner, elle est grande. Comment dire, le désir qu'il a pour son runner, elle est grande. Tout est grand, vous voyez ? Sauf que dans la vie, on ne peut pas être 100% au max en permanence. On a aussi besoin de moments de fluctuation comme ça. On a aussi besoin de prendre sa respiration, d'envisager des émotions, comment dire, de faire l'expérience d'émotions plus tempérées, plus calmes. Le fait que le runner soit dans le déni, c'est-à-dire cette phase où, comment dire, il a un voile devant les yeux, il peut pas être à 100% de ce qu'il ressent, et il est un peu gêné, il est entravé dans sa façon de ressentir les choses. C'est aussi pour que le chaser en face fasse l'expérience de la légèreté et du détachement, c'est-à-dire de toute façon, ça sert à rien que tu ailles comme un parpaing parce que tu n'as personne en face. Donc, tu vas descendre en pression. Donc, tu vas prendre le temps de descendre en pression. Tu vas prendre le temps, toi, chaser, de rentrer dans l'introspection parce qu'en face, de toute façon, tu n'as pas d'interlocuteur. Ton parpaing, tu es en train de le jeter dans le vide. Voilà. Donc, ça, cette capacité, si vous voulez, cette vie émotionnelle comme ça qui va garder le runner, voilà, un peu plus dans l'introspection, un peu plus pudique par rapport à ce qu'il ressent, et ce qu'il envisage et ce qu'il espère pour le lien, c'est aussi pour forcer en face le chaser à faire cet effort de détachement. S'il avait un runner en face qui exprimait ses sentiments, qui exprimait des désirs, des projets, etc., machin, le chaser ne ferait que s'engouffrer dedans, mais alors comme un porc, comme une porcasse. Mais vraiment, il ne ferait que... vraiment, il glisserait dedans comme ça. Ce temps où, en face, le runner ne joue pas le rôle de l'interlocuteur, c'est un temps aussi où la vie, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, dit au chaser, arrête de gueuler. Descends en pression. En fait, on veut que tu discutes. On veut pas que tu hurles. Tu n'es pas obligé de hurler ton amour. Tu n'es pas obligé de hurler ta souffrance en face. Tant que tu fais ça, il n'y aura pas d'interlocuteur. Le déni, il sert à ça. Je dirais pas à punir le chaser de son intensité, mais vraiment à lui faire questionner son intensité. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui hurle au mégaphone « je t'aime » et en fait, en face, vous avez quelqu'un qui a un noyade émotionnel, shut down. Vous voyez ? Par contre, si vous avez quelqu'un qui dit tout doucement « en fait, je t'aime bien et t'es mignon », de façon aussi simple que ça, en face, il y a quelqu'un qui a un noyade émotionnel, se dit « bon, ça va, c'est calme, c'est doux, peut-être que je peux tenter ». Vous voyez ? Il y a une discussion qui est vachement plus facile. Voilà. Et ce détachement, ce déni du runner, il aide vraiment à ça, vraiment à faire baisser le chaser en pression. Et ça, c'est quand même un atout monumental du runner. C'est quand même une qualité incroyable qu'il a et dont le chaser a besoin. Il a besoin parce que tant que le chaser est en train de hurler dans le mégaphone, le chaser se fait du mal. Le chaser est en train d'éreinter sa voix, il dépense de l'énergie qu'il n'a pas, il est en train de focus sur quelque chose, il est en train de hurler sur un interlocuteur qui n'existe pas, donc il est en train vraiment de s'ouvrir les veines comme ça et de dépenser son énergie pour rien. Voilà, c'est l'obliger aussi à, en fait, occupe-toi de toi. En fait, prends du temps pour toi. Là, tu vois, t'as plus de voix là, gars. Donc en fait, va à la maison, tu te fais un petit lait chaud au miel, tu me rappelles après. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est hyper important de se ménager. Le déni du runner, le grand intérêt du déni du runner, mais vraiment l'atout, la qualité du déni du runner, c'est vraiment de forcer le chaser à se ménager. Sinon, il s'oublierait complètement dans le parcours FJ et c'est pas bon du tout. Et ça serait complètement souffrant et on ne viendrait pas du tout questionner les schémas.
On ne ferait que aller essayer de secouer comme ça la relation. On ne prendrait pas du tout ce temps de recul pour faire du soin envers nous. Donc c'est ce détachement du runner, c'est la meilleure opportunité du chaser de rentrer dans un parcours de soins de lui-même envers lui-même et d'aller vers du bonheur pour lui-même. Même pas avec l'autre, pour lui-même. Ok? Voilà. Puis la finalité de tout ça, quand même, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire que en face, vous avez quelqu'un vraiment qui pousse à l'introspection, qui fait baisser en intensité comme ça, qui voit la vie de façon différente de la vôtre, qui voit plein de finesses, plein de subtilités que vous captez pas en tant que chaser parce que vous êtes vraiment dans le parpaing, quoi. Tout ça, c'est des capacités, tout ça, c'est une richesse incroyable pour que l'amour après que vous vous sentez vraiment riche de ça, quoi. Je connais pas un chaser en fin de parcours qui n'ait pas de la gratitude pour la façon dont son runner est. Et il en est super fier. Parce que quand on a fait un petit peu tous ces exercices de détachement, de prise de recul, d'introspection, où on était obligé par le runner de l'effectuer, parce que sinon on ne l'aurait pas fait pour soi-même et on aurait été trop con de pas le faire. Justement, on reconnaît genre, putain, en fait, tu m'as rendu le plus grand service de ma vie parce que si je m'étais pas détachée comme ça, je serais passée à côté de trucs monumentaux pour moi et qui me font aujourd'hui mais tellement de bien. Donc, je te remercie. Je te remercie d'être dans le déni ou d'avoir été dans le déni. Je te remercie de m'avoir obligée à ça. Et là, en fait, on peut commencer à avoir une conversation avec le runner parce qu'en fait, on lui a rendu ses lettres de noblesse pendant ce temps-là. Ou quelque part, dans le lien, le runner, il n'a pas fait grand-chose. En fait, il a pas tout fait, mais il a investi des choses, investi des idées, investi une énergie comme ça de recul sur les choses, de tempérance, qui permet justement au chaser, en particulier lui-même, de trouver un équilibre. Et tout ça, c'est des choses... Peut-être que le runner, lui, qui croit pas en lui, parce que comme on dit depuis le départ, et de toute façon, on lui a très bien compris que tout ce qu'il faisait, il le faisait mal, etc. À la fin, il faut aussi lui-même, pour l'amour de lui-même, qu'il se rende compte, putain, en fait, tout ça, je l'ai fait. En fait, j'ai impacté la vie de mon chaser. Ça, je l'ai fait bien. Et vous voyez, et ça, c'est pas un discours de quelqu'un qui va lui dire « good job, t'as bien fait ». C'est quelque chose que lui, il va ressentir envers lui-même, c'est-à-dire, en fait, comme maintenant, je prends conscience de ma part de responsabilité dans le parcours. Si dans ce parcours, on se considère vraiment 50-50, moi, en tant que runner, j'ai accompli 50% de la tâche. Ces 50%-là, j'ai le droit de me saucer avec, j'ai le droit de me régaler avec. En fait, mon chaser, parce qu'il m'a rencontré, il a réussi ça. Et moi, parce que j'ai rencontré mon chaser, j'ai réussi ça. En fait, on a chacun des atouts, on a chacun réussi à accomplir des choses, on a chacun pu, quelque part, influer sur la vie de l'autre. Ce parcours, il est vraiment équitable, il est vraiment égalitaire. On a chacun fait la même chose pour l'autre, de façon différente. La forme était différente. Le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est rentré dans la vie de l'autre, on l'a foutu upside down, on l'a aidé à sortir de ses schémas, on lui a donné des clés de compréhension, on l'a aidé à prendre du recul sur qui il est, et franchement, tout le monde va beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on est beaucoup sur Internet à dire, voilà, la réunion, quelque part, c'est pas le sujet. Parce qu'en fait, quand on arrive à cette finalité, qui est de dire, en fait, on est tellement mieux, on s'est rencontrés, et parce qu'on s'est rencontrés, en fait, maintenant, on s'est mis la tête dans ce parcours de soins, et aujourd'hui, on le vit super bien, on le vit vachement mieux. C'est sûr que c'est dégueulasse qu'on soit pas ensemble, c'est sûr que ça fait chier, parce qu'en fait, on aimerait bien venir enrober ça de la cerise sur le gâteau, qui est une relation ensemble et une cerise, mais ça n'est que la cerise sur le gâteau. C'est aussi ok de terminer en se disant, en fait, peut-être qu'on s'est rencontrés juste pour se soigner comme ça, et maintenant qu'on a effectué, chacun peut partir de son côté. Peut-être que c'est ça qui est prévu pour nous, ou peut-être pas. Mais j'ai envie de dire, mon point, c'est, on n'a plus envie de se poser la question. En fait, on laisse le champ des possibles ouvrir. Si le runner, il a envie, à un moment donné, s'il se sent quelque part en sécurité, parce que pourquoi le runner ne transcrit pas son rêve du chaser, son fantasme du chaser dans la réalité, c'est parce qu'il a peur que ce fantasme pète. Peut-être qu'une fois qu'on arrive à la fin, justement, où lui prend conscience qu'il a contribué à la hauteur de 50% et qu'il a réussi
dans ces 50% là, à vraiment créer de l'abondance, de la richesse, du bonheur, du détachement, vraiment des vibes super chouettes, de joie, de futur vraiment ouvert, etc. Il va peut-être se dire, bah, en fait, pour une fois dans ma vie, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi quelque chose avec mon chaser. Mon chaser, je vois qu'il pète le feu dans sa vie, je vois qu'il va bien. Alors, ok, il m'a mis des limites, etc., machin, je vois qu'il y a encore des choses à régler, mais je vois en fait qu'on est en train de réussir quelque chose. Pour la première fois de ma vie, enfin, pendant tout ce parcours, il a réussi plein d'autres choses parce qu'il a eu ses garanties. Mais maintenant qu'il arrive avec ses valises pleines de garanties, il dit putain, en fait, j'ai réussi, puis j'ai mes garanties qui sont là. Donc, quelque part, même si je doute encore, j'ai le sentiment que c'est que du doute, que c'est pas de la peur et que surtout, c'est pas une vérité. Je vais peut-être me planter, mais ça sera juste un peut-être, là où avant, c'était une certitude. Et sortir de l'idée de la certitude de l'échec, ça, c'est un truc monumental pour le runner. Et je vais vous dire un truc, quand j'ai des runners en consulte ou même en MB, cette envie de faire une guidance runner, c'est aussi parce que j'ai reçu quelques messages qui m'ont vraiment touché de runners qui m'ont dit que justement, ils rentraient en réunion, qu'ils avaient envie de faire cet effort. Et l'effort, clairement, c'est je sais que je peux me planter, je sais que ça va être un peu compliqué, je sais qu'il y a encore des choses à régler, mais en fait, en filigrane, vous sentez ces valises pleines de garanties, parce que la fin de leur message, c'est « mais on va y arriver ». Et ce mot d'espoir de « on va y arriver » dans lequel tout est possible, ce champ des possibles est complètement ouvert, il est magistral pour un runner, il est magistral pour quelqu'un à qui on a inculqué dès la base de qui il est, dès son existence même, que tout ce qu'il ferait, il foirerait. Voilà. Donc, on réfléchit à tout ça, on laisse tomber tout ça un peu dans son corps, et la prochaine guidance, je vais faire la même chose, mais ça sera pour les chasers, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.